Le cégep. Pour bien des gens, il représente bien plus qu'une formation dans une institution académique, bien plus que les souvenirs de nombreuses heures passées à estudianter. Le cégep sert de tremplin à une jeunesse qui sort à peine des bancs du secondaire. Il leur ouvre la porte à une vie plus adulte, moins cloîtrée dans les carcans, sans parler de la liberté de gérer eux-mêmes leur temps, leurs études, leurs travaux, leurs loisirs. Et puis, il y a ces petits moments magiques, ces moments du cégep qui vont rester longtemps gravés dans votre mémoire. Que ce soit un baiser à la volée, donné à votre nouvelle flamme dans un corridor, les fois où vous avez séché un cours pour parler un peu plus longtemps aux gens du café étudiant. Ou bien ce fameux party étudiant dans lequel une personne vous a fait découvrir un film incroyable qui vous marquera à vie. Un film qui aura des échos et des répercussions sur votre vision globale du cinéma et de l'art en général. Catsup. Un gros what the fuck. Je sais pas quoi en penser. C'est vraiment... C'est du Japanese. Dans le fond. Quelle mission dure pour mon cerveau. C'est la première fois que j'écoutais ça. Je me suis dit peut-être que je vais me découvrir un nouvel intérêt, puis fuck non! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois, oui, dans mon salon. Et cette fois-ci, c'est bel et bien pour vous parler d'un film que j'ai pu découvrir alors que je n'étais qu'un jeune étudiant en arts visuels au cégep. Et effectivement, oui, c'est un animé japonais. Et effectivement, oui, c'est un court-métrage. Et effectivement, il fait partie de mon top 5 des films depuis 15 ans. Et d'après moi, effectivement, il est là pour y rester. Aujourd'hui, j'ai donc décidé qu'après m'être retenu pendant 3 ans, je peux enfin vous parler de mon film d'animation préféré. Et je vous avertis tout de suite que c'est un masterpiece excessivement respecté au Japon auquel je m'attaque aujourd'hui. Et j'aurais tant aimé encore une fois pouvoir recevoir des gens dans mon salon, mais non, Covida exigeant de se faire chier, j'ai donc changé un peu de concept. Mes invités pour cette édition de Dans mon salon sont Monsieur Danny de Grain de Folie, Demoiselle Charlène G, Sieur Murmy, le grand chef des petits chefs Pat, le corsaire Adrodem, la splendide Val Lévesque et Master Anthony des films dans le cabanon. Merci encore à tous. Oh que oui, mes amis, sincèrement, j'avais très hâte de pouvoir faire cette émission. Et pour anecdote, c'est avec mon meilleur ami Paco que j'ai le plus souvent visionné ce film. Genre 2-3 fois par semaine, au moins pendant un an. Et c'est pendant cette même année que l'on a fait découvrir ce film au plus grand nombre possible. Ça en a traumatisé quelques-uns. Bref, oui mes amis, aujourd'hui on va parler et analyser l'animé le plus what the fuck et le plus intense que j'ai pu voir dans ma vie, et par le fait même, mon préféré depuis 15 ans, j'ai nommé Catsup. Dans mon salon, 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 dans mon Celui qui est aux commandes de Catsup est nul autre que Tatsuo Sato, réalisateur d'animé japonais, né le 7 juillet 1964. Rendu célèbre et très aimé de tous avec son premier vrai contrat à la réalisation et l'écriture de la série animée Martian Successor Nadeshiko de 96 à 97, il se fait vite relier au rang de Master lorsqu'il sort en 98 Martian Successor Nadeshiko de Motion Picture Prince of Darkness, qui vient en fait conclure sa série animée. Puis il va travailler par la suite sur la série Ninja Scroll sorti en 2003 et Bodyshow Space Pirate en 2008. Ah, il y a aussi Atom Beginning en 2017, mais ça c'est juste pour nommer ceux-là. Mais son plus grand succès, celui dont il va se faire parler toute sa vie, l'accomplissement suprême, la création la plus complète de sa carrière, se fera en 2001 avec l'arrivée en salle de Catsup. Court-métrage de 34 minutes qui a remporté un prix d'excellence au Festival des arts médiatiques du Japon en 2001, le prix du meilleur court-métrage au Festival Fantasia de Montréal en 2001 et le prix d'argent, oui, lors de l'exposition de court-métrage et de vidéos de New York en 2003. Et ce que Tatsuo Sato va réussir à faire n'était clairement pas évident, autant sur le côté créatif, artistique que moral, parce qu'en fait Catsup ne lui appartient pas dans le fond et dans la forme, même si c'est lui qui a réalisé le film. Bref, sans trop en dire, il a agi comme un ciment qui relie tous les éléments entre eux.
comme n'importe quel réalisateur en fait. Mais là, c'est différent, vous allez voir. Katsu. Pour vrai, les 20 premières minutes, j'avais de la misère à embarquer. C'est tellement weird, tellement surréaliste, expérimental. Entre les plans qui font oui, 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 puis les gens qui font pip, pip, pip tout le long. Et là, ça c'est le genre de série que, ben pas de série, mais d'animé que quand tu regardes, faut que tu regardes une deuxième fois pour comprendre vraiment plein de trucs. En fait, Content finalement de ne pas avoir écouté ça avec les enfants. À chaud comme ça, qu'est-ce que je pourrais dire? C'est que j'ai pas compris grand-chose. J'ai le cerveau en compote. La trame sonore du générique m'a tué en partant. C'est le genre de musique qui m'écœure un peu, qui me fait penser à ce que j'aime pas des jeux de Nintendo. C'est weird. C'est très spécial. On comprend pas trop ce qui se passe pas mal dans toute l'histoire. Katsu commence avec un générique de début nous donnant un ton léger et joli cœur pour commencer cette grande aventure. Fond jaune ocre terreux, petite musique candide et naïve, écriture se mêlant à quelques patouilles de chat. Tout ceci pour nous préparer confortablement à une paresse contemplative digne des plus petits animés japonais, légers, alors qu'il n'en est rien. Nous rencontrons donc en premier Nyata, petit chaton qui s'amuse avec un camion dans le fond d'un bain. Nous nous dirigeons ensuite vers une cour privée où nous retrouvons alité de maladie une chatonne, Nyako, qui semble malheureusement mourir à petit feu. Et cette impression nous est confirmée par la présence d'un être étrange qui apparaît au chevet de Nyako, l'esprit Jizo, souvent considéré comme le garde des êtres de l'enfer, ainsi que le tuteur et une sorte de divinité des enfants décédés et des fœtus avortés dans la culture japonaise. Ce qui, disons-le, augure très mal pour la petite Nyako. De retour à Nyata, qui sorti du bain va rejoindre sa sœur. C'est alors qu'il aperçoit suivant Jizo. S'inquiétant pour elle, il les pourchasse donc jusqu'à les rattraper afin de ramener sa sœur à la maison. Mais Jizo n'entend pas laisser aller Nyako aussi facilement. Ainsi, il la retient et c'est lorsque Nyata essaie d'extirper sa sœur de cette situation qu'il sépare l'âme de Nyako en deux. Dans un dernier geste de bonté, Jizo leur donne un indice pour trouver où est la deuxième partie de l'âme, dans une fleur orange, fleur qu'ils devront chercher. Nous savons donc maintenant quelle est la quête de ces deux petits chatons, la fleur. Au même moment, nous retrouvons Nyata sur les genoux de son père qui semble avoir réanimé avec plus ou moins de conviction. Puis, la mère arrive en panique. Le médecin, appelé en renfort, leur annonce que Nyako est décédée. Nyata va alors donner ce qui lui reste de l'âme de sa sœur, âme qui va la réveiller un tant soit peu, ou du moins assez pour se mouvoir. En tout cas, ça va la mettre un peu dans un état catatonique. Oui, Nyako est clairement une zombie. Un petit chat mi-morte, mi-vivante. Comme si de rien n'était, la mère des deux chatons va leur donner une petite commission à faire. Elle veut du tofu frit. Bon, qui peut y en vouloir? C'est bon du tofu frit? Avec cette sauce, là, tout c'est bon. Et c'est sur leur chemin que le vrai voyage commence. Oh oui. S'arrêtant premièrement dans un étang bétonné pour y jeter on ne sait quoi, ils se dirigent ensuite vers le grand cirque de la baleine, dans lequel s'opposent des numéros étranges, incroyables et mystiques, dont l'apparition d'un éléphant d'or par un magicien bizarre. Et soulignons au passage que l'éléphant a comme signification principale la puissance, la force, la noblesse, le courage. Voilà, c'est juste ça. De ces numéros, l'un va vraiment mal tourner. Échappant au contrôle de ses geôliers, un pingouin gigantesque se remplissant d'eau va finir par éclater et va inonder ce qui semble être toute la planète. Se retrouvant alors dans une situation un peu étrange et dans une barque au milieu de l'océan infini, Nyata et Nyako sont alors accompagnés d'un cochon qui, comme eux, se retrouve prisonnier de cette étrange situation. Après avoir vu un certain cycle de vie des chatons basé sur la déjection des oiseaux créant l'arbre de la vie, étrange et saugrenue histoire que voilà! Nos trois compagnons prennent une bonne petite collation à saveur porcine. Oui, les trois. Disons aussi que ce n'est pas un film très vegan, hein? Suite à cette impromptue collation, nous avons le droit à une transition poisson sur l'acide vers ceci. Micro-scène totalement décalée du reste du film, et on va y revenir un peu plus tard. Et nous prenons donc la direction de ce que nous pouvons appeler une puissance divine, qui semble avoir l'emprise totale sur le monde, la planète, ou du moins celle où sont les deux chatons. Par un seul geste donc, il vide l'eau, la seule source de vie de cette planète, transformant donc par la même occasion l'embarcation de nos amis en moyen de transport inutile. Obligés donc qu'ils prennent la direction de ce grand désert et marchent sous le soleil cuisant. Enfin bon, pour le moment, c'est juste le cochon qui marche. Oh non, mais pas pour longtemps, rassurez-vous, pauvre cochon, voyons. Car oui, il sera mis à mort par Nyata.
mise à mort donc auquel Nyako participera avec gaieté, non sans répercussion sur son jeune frère. Ils partiront donc trouver de aide qui sera apportée par une étrange personne adepte de couture sur chaton mort et découpé. Voilà. Suite à cette rencontre fortuite, nos deux compagnons croisent le chemin d'une maison de laquelle s'émane une odeur délicieuse. Maison qui appartient à un homme qui semble étrange, mais dont la gentillesse semble remporter sur le sentiment d'étrangeté. Offrant donc logis et nourriture à nos comparses, il se révèle finalement aussi désaxé que les autres personnages rencontrés jusque-là. Personnage qui, en réalité, est un cyborg sadomaso que Nyata décidera, oui, donc, de lui donner le même sort qu'il leur réservait à lui et sa sœur. Ouais, faut pas trop le faire chier, le petit Nyata, non? C'est comme... c'est pas trop à ton avantage. Toujours sur la route sablonneuse de ce désert aride, les deux petits chats continuent d'avancer pleinement. Soudain, ils trouvent ce qui semble être une sorte de rose du désert, que Nyata va décider de déterrer, ce qui va réveiller ce que j'ai décidé d'appeler l'esprit du désert. Un immense éléphant constitué d'eau jaillit du sable pour le plus grand plaisir de nos héros qui en profitent allègrement, et puis malheureusement la nature fait son œuvre. Soleil plus eau est égal à évaporation, et mort pour notre ami d'eau. Par chance, Nyata et Nyako ne sont plus très loin de la nouvelle mer, mais c'est alors que nous revenons à notre puissance divine qui est visiblement en train de couper la planète des petits chatons en deux, dont une partie prend la fuite. La coupe de cette terre a des répercussions directes sur l'épopée de nos chatons, mais pas que, car visiblement la seconde partie de la sphère est allée se coincer dans ce qu'on peut déduire être la machine du temps, arrêtant donc tout autour des chatons jusqu'à ce que Nyata attrape une larme d'une femme et la brise. C'est alors que la puissance divine accélère le cours du temps afin de pouvoir récupérer la deuxième partie de la terre qui va lui passer sous le nez pour mieux inverser le temps. Et c'est ici que le film semble prendre une tournure assez directe et très critique sur la société. Bon, bien entendu, toutes ces images-là, c'est beaucoup de l'interprétation personnelle, mais il y a des choses quand même assez directes, là. Destruction de buildings, accident de la route, assassinat politique, les guillotines, les guerres puériles, tous les suicidés, bombes nucléaires, extinction, tout y passe, afin que la grande divinité puisse manger confortablement l'essence même de notre monde. Nous retrouvons donc dans la même chaloupe que tantôt nos deux chats qui flottent au gré des eaux, et puis, soudain, dépassant des eaux, d'étranges papillons de métal semblent sortir de leur cocon. Tout en continuant de voguer, ils arrivent dans une forêt métallique peuplée d'êtres de métal et de boulons. Forêt qui, à travers tous ces méandres, les mènera vers la fleur orange. Ah, tout est bien qui finit bien. Bon, ben ça c'est bien parfait. Et non, pas en tout, hein? Et non, car suite à leur découverte, on retrouve la puissance divine qui est attablée avec une nouvelle assiette, et cette fois-ci, aucun doute, c'est la Terre. Mais après toutes ces aventures, Nyako et Nyata sont de retour au marché pour l'achat du tofu frit, oui, et Nyata en profite pour raconter l'épopée incroyable qu'il a vécue à sa sœur, mais aussi à ses parents autour d'un petit souper. C'est alors que, profitant de l'absence de Nyata parti aux toilettes, sa famille disparaît à la façon d'écrans de télévision, l'un après l'autre, dans l'indifférence la plus totale. Esselé, Nyata entend pour la dernière fois la cloche de vent, et puis dans un silence, tout disparaît, nous laissant sur de la neige télévisuelle et sur un générique fort en message et en legs. Hein? C'est ça. Ça, c'est de l'animé, ça. Pokémon, va te coucher! Alors allons voir tous ensemble un peu ce qu'en ont pensé nos invités. Mon impression après avoir visionné ce film-là, eh bien, je vous dirais que il se situe entre une forte impression d'avoir fait 40 degrés de fièvre. Des scènes inexplicables, on est dans le symbolisme pur et dur. En fait, j'ai même pas compris qu'est-ce qui s'est passé dans ce style de film-là. Quelques images qui m'apaisaient, ainsi que la musique, là, images et musique qui m'apaisaient. Puis d'autres que c'était comme anxiogène. Par moments, là, j'avais l'impression d'écouter le film The Wall de Pink Floyd. L'épisode au complet, c'est une grosse métaphore, puis on est capable de, comme, catcher certains points. J'ai pris une chier de notes, puis je vais expliquer un peu ce que je pensais de ça. Première lecture que j'en ai fait, c'était que c'était une espèce de rêve ou de cauchemar éveillé, là, de voyage bien abstrait dans le royaume des morts. Puis après, je me suis demandé si c'était pas une genre de critique de tout ce qui va mal dans la société. Puis ça, c'est peut-être une lecture trop poussée de ce dessin animé-là. Je sais pas. Dans le sens que, oui, il est weird,
Mais je suis sûre qu'il dénonce. Il dénonce des trucs, puis il image des choses que normalement tu peux pas mettre de mots dessus. Alors, au début, je vous ai parlé du réalisateur Tatsuo Sato, qui est effectivement derrière le projet de Catsup. Mais ce n'est pas lui, le créateur des 2 petits chats, et non, c'est une créatrice, c'est pour elle que le film a été fait, c'est un hommage posthume, son nom est Shiyumi Hashiguchi, et son nom d'artiste est Nikojiro. Née en 1967 au Japon, elle est issue d'une riche famille qui ont prospéré dans l'industrie immobilière et elle a grandi à Atogaya City. Je dois souligner le fait que le premier mot qu'elle a appris était le mot stupide et elle répétait sans cesse stupide à tous les gens qu'elle croisait. Ne dit-on pas que la vérité sort de la bouche des enfants? Oui, voilà. T'arrêtes un peu de me cracher dessus? Bien que son parcours académique soit inconnu, on sait par contre qu'elle a étudié à l'Institut de beauté local. Nous savons aussi qu'elle a été active avec le légendaire groupe New Wave EP4 dans les années 80, dont voici un extrait. Un jour, alors que Nikojiro avait du temps libre pour dessiner, elle y va avec une image d'un chat affublé sur la tête d'une étrange pieuvre. Ishii Yamono, son futur complice de toujours, voit son dessin et décide avec Nikojiro d'en faire un manga. Manuscrit qui sera accepté dans Monthly Manga Galo, revue renommée, et c'est un manga donc qui fera de Yamano le seul co-créateur. Et je dois ici rajouter comme information que ces 2 créateurs n'avaient aucune formation de scripteur ou de dessinateur. Mais non. 1990, c'est donc le commencement du manga Nikojiro Odon qui va être publié dans le numéro de juin de la revue Monthly Manga Galo. Le style pop et surréaliste, où coexistent gentillesse et cruauté, gagne en popularité. Son style se définit et sa popularité grandit au même rythme en fait que son malaise, sa profonde mélancolie, sa soif d'être ailleurs en fait. Plusieurs de ses amis disaient que sa personnalité autiste était déjà pleinement établie bien avant de la connaître et que cette particularité a très certainement favorisé une tendance à s'isoler mentalement et à rester seule souvent avec elle-même, malheureusement. Nikojiro sort à peine de chez elle. Le café, la viande rouge et le poisson, c'est des aversions pour elle. Elle déteste ça, mais pourtant, elle aimerait ça en manger. Elle est très timide, très sensible aux compliments, très réservée, très polie, et elle est vraiment pas très habile avec les relations interpersonnelles. Le 5 mai 1998, elle appelle le rédacteur en chef de la maison d'édition Aku Sensha et elle lui dit « Je suis fatiguée de dessiner, je veux quitter le manga, quitter mon monde et aller vivre ailleurs avec mon mari. » Malheureusement, 5 jours plus tard, le 10 mai 1998 à 3h28, Yamano, son mari, découvre le corps de Nikojiro qui s'est donné la mort par strangulation avec une serviette entourée autour de la poignée de porte de la salle de bain de son appartement. Est-ce qu'il est mort, le petit chat, genre? Si oui, je pleure. Mais non, sérieusement, c'est weird, ok? Je suis sûre que ça a rapport avec la salle de bain. Nikojiro a vécu une vie assez irrégulière et vraiment contre l'horloge biologique humaine normale. C'est-à-dire que quand elle était sur un projet, elle pouvait passer 2 ou 3 jours sur le projet, non-stop, sans dormir. Puis après ça, passait une journée en entière à dormir, comme une petite larve. Ça donne une idée. Situation qui la suivra malheureusement jusqu'au bout car c'est exactement ce qu'elle va faire pour achever le manuscrit Glass Window dessiné 2 jours avant son suicide. La période d'activité de Nikojiro n'a été que de 8 ans, de 90 à 98, mais son style unique a largement dépassé le corps de ses dessins et a gagné le soutien généralisé non seulement de ses pairs, des grands créateurs mangaka, jusqu'aux amateurs néophytes de l'époque. Et même après sa mort, des mixages médiatiques tels que des séries animées et un OVA, Catsup, ont été exécutés à titre posthume pour honorer son travail, ce qui continue inexorablement encore à faire augmenter ses fans jour après jour. Et parler de suicide, c'est toujours très délicat et il faut faire preuve de respect, surtout ici, étant donné que, Nikojiro, c'est un monument national du manga. Et théoriquement, maintenant, suite à son histoire, vous devriez avoir quelques petites lumières qui vous allument quand vous repensez un peu au scénario de Catsup. Et pour bien comprendre Catsup, il faut savoir tout d'abord que c'est directement lié à une série de mangas créés par Nikojiro, c'est-à-dire Nikojiro Odon ou Nikojiro Django ou Nikojiro Sama, mettant en vedette les 2 petits mêmes chats Nyako et Nyata, leurs amis Monsieur le faire valoir cochon ainsi que leur famille. Manga qui n'a pas tardé à voir son univers déjanté être transposé en série animée en tant que segment dans l'émission Bakusho Mondai no Boss Kiara Ho. Petite série animée donc totalisant 27 épisodes de 2 à 4 minutes qui a été un succès monstre et fulgurant. Succès qui se justifie par un laisser-aller extrême dans les scénarios rarement vus dans ce genre d'animé.
série qui sera excessivement populaire chez les jeunes adolescentes, tout simplement parce qu'elle représente Nyako en tant que personnage principal, mais aussi parce qu'elle est plus rusée, plus intelligente, plus sadique, plus vive d'esprit et beaucoup plus débrouillarde que son petit frère. Deux choses qui seront complètement opposées dans le film, c'est-à-dire qu'on suit Nyata et que Nyako, elle, eh bien, il n'y a plus âme qui vive en elle, hein? Un peu comme Nekojiro. La violence gratuite, la société décalée, les différences sociales, ses réflexions sur la famille, son choix d'anthropomorphisme dans une société normale, son traitement de la banalité de la vie quotidienne, qui est pourtant haute en couleur pour ces deux chatons, donnera une aura très personnelle et intouchable à son œuvre qui sera et est toujours tenue en haute estime. Laissant les Magical Girls et les prouesses d'animaux au super pouvoir à d'autres créateurs, c'est pourtant ce côté plus personnel, plus émotionnel et voire même plus tendre que la créatrice Nekojiro a laissé de côté dans son œuvre principale. Étrangement, c'est ce côté très personnel et très introspectif qui fera très probablement le succès de Catsup. Car oui, malgré son sujet lourd qui est le suicide, Catsup est une œuvre sensible, très tendre et émotionnelle, se confortant un peu dans l'idée qu'elle est le dernier vol créateur de Nekojiro. Fait que c'est sûr et certain que le moment où ce que la vie s'est figée pour la sœur, c'est quelque chose qui est arrivé à cet endroit-là, qui est une toilette. Je shake. Je sais pas ce là. C'est vrai, je shake, là! Je shake. Et c'est pourquoi Catsup est une œuvre très personnelle, renfermant quelques petites parcelles de vérité. Mini-scène que l'on voit en boucle lors du générique de fin, cette scène de plage est effectivement basée sur un moment de la vie de Nekojiro, moment qui, selon son mari, est l'un des rares instants où elle avait l'air vraiment heureuse. Ouf. Catsup reprend donc la base du scénario du manga Nekojiro Oden volume 1 chapitre 4, tout en y intégrant un hommage posthume incroyable avec cette réappropriation et cette réinterprétation de la diégèse que Neko a pu livrer durant toutes ces années. L'aventure ultime de Nyata pour sauver sa sœur qui devra récupérer la moitié de son âme pour récupérer un tant soit peu de joie de vivre. Et d'après moi, c'est un beau parallèle à faire avec malheureusement le sentiment d'impuissance qu'on peut tous éprouver devant la lente autodestruction d'un être cher qui a choisi de s'enlever la vie. Car oui, maintenant connaissant l'histoire des Nekojiro, c'est le message que je ressens quand je revois ce film. Un cri du cœur de prendre les gens souffrant du mal de vivre, les prendre par la main et les ramener vers notre monde, vers ce qui est réel et basique, peut-être même juste avec une fleur. Mais un néophyte de l'univers de Nekojiro peut voir ça comme une sorte de quête onirique, un conte pour enfants sur l'acide, un deuil en devenir, une odyssée paranormale, une partie d'un casse-tête, un début de série animée, un essai philosophique visuel sur notre société, alors qu'il s'agit d'un au revoir définitif, créatif et affectif. Mais bon, est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir tout ça pour apprécier Catsup? Eh bien non. これは力を入れて画面の前にこう見るぞって形で、ご覧になるというよりはですね、かなりリラックスをしてみて、常に繰り返して流してみていただけると何か。D'ailleurs, j'aimerais bien connaître comment que tu le vois ce film-là. C'est quoi le message que tu vois derrière tout ça? Eh bien, pour te dire, mon ami Pat, je l'ai découvert en 2005-2006. Et non seulement je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais visionner, mais en plus, à part Ninja Scroll, Pokémon, Digishit et les animés de base de notre enfance, je connaissais à rien à la culture d'animation japonaise. Et donc, ayant aucune connaissance, je me suis présenté devant un masterpiece comme un gros puceau. Et vous savez quoi? C'est exactement ça qui a fait naître la légende de Catsup en moi. L'incompréhension. Ben en fait, c'est l'incompréhension du pourquoi, ou une trop grande compréhension visuelle. Ben en fait, je comprenais pas trop ce que je voyais, mais je comprenais qu'il fallait que je ressente quelque chose. Je m'explique. Catsup est avant tout un film conçu, réalisé, pensé, senti pour être lu à travers son visuel, ses choix artistiques, ses références, ses couleurs, ses cadrages. Catsup est un film qui ne demande qu'à être vu, apprécié, partagé, mais surtout pas compris à 100% pour la première fois. C'est clairement pas son but. Son but est de nous faire décrocher de la réalité, tout en nous la mettant en premier plan. D'en face, en fait. Mais visuellement, là, dans la forme, le film, il est comment? Y a-tu des points faibles? Mais oui, absolument. Juste par son style d'animation principal qui, pour bien des gens, peut être assez rébarbatif. Tellement de styles visuels différents qui embarquent à tout moment. Le style de dessin, je suis pas un fan de ce style de dessin-là. C'était bien exécuté, mais par moments, j'avais l'impression que les décors ou certains accessoires, ça me semblait un peu Google SketchUp, tout ça. Là. Esthétiquement, visuellement, c'est pas nécessairement beau.
Et je dis style principal car vous l'aurez remarqué, cette œuvre mélange plusieurs styles graphiques qui proviennent du fait que Catsup compte pas moins de 5 key animators, artistes dessinant les moments charnières de l'animation, définissant aussi essentiellement les mouvements voulus, le visuel donné, et tout ceci dessiné à l'ancienne, mais animé et coloré en digital. Mais Catsup, c'est pas juste un trip d'acide non recommandé pour les enfants, ou bien un bad trip d'LSD. C'est un hommage posthume, un casse-tête incroyable composé d'un monde imaginaire maintenant disparu, recomposé par des artistes et des créateurs amoureux de l'œuvre de Nikojiro. Et je me rends compte que j'ai pas encore parlé de la musique et on pourrait en parler très longtemps. Donc je vais juste me tenir en un point, c'est le genre de composition qui te fait sentir contemplateur, nostalgique et impuissant tout le long. Une trame sonore qui t'apaise par moments. Quelques images qui m'apaisaient, ainsi que la musique, là, images et musique qui m'apaisaient. Et qui te transportent réellement dans cet univers. Musique poétique, englobante et très présente, autant lors de son absence, car c'est une particularité de ce film, le retrait de la musique pour mettre le son du bruitage au devant, comme ici. Tantôt, je vous parlais des références présentes dans ce film, et il y en a, oui, des plus classiques et des plus pointus. Et là, eh bien, maintenant, ici, la différence culturelle entre en ligne de compte, et oui. Et c'est fort peu probable qu'un Nord-Américain comme moi pourra voir tout ce qu'un Japonais peut voir comme référence dans Catsup. Mais il y en a comme 2-3, comme des incontournables. On peut déceler des influences de la peinture surréaliste de Magritte, comme par exemple la série L'Empire des Lumières que l'on peut mettre en parallèle avec la scène finale. Dali est aussi une grande influence sur certaines scènes accrocheuses, comme celle où l'on aperçoit les oiseaux aux pattes gigantesques rappelant irrévocablement les éléphants de Dali. Soulignons le clin d'œil de la vague d'Okuzai mondialement reconnue, et l'hommage que Catsup en fait est non seulement sublime mais lourde de sens, car tout comme l'œuvre originale, le sentiment de mouvement statique est sans équivoque. Et qui n'a pas pensé à Hansel et Gretel en voyant ce personnage? Ce cher cyborg accueillant dans son manoir nos deux chatons préférés, tout en leur fourguant nourriture, sucreries et jacuzzi. Ou bien encore ce cher harlequin, avec la dame qui coud les morceaux de chat entre eux, car vous remarquerez qu'elle-même est composée de plein de morceaux de tissu. Et ça, c'est sans parler des métaphores possibles insérées dans cette œuvre. Des scènes inexplicables, on est dans le symbolisme pur et dur. Ou bien le déluge avec la Bible et l'arche de Noé 2.0. J'ai fait peut-être une allusion au déluge de Noé. Ou bien alors les 40 jours du Christ dans le désert, mais là, bon, ça c'est parce qu'on est catholique. Mais surtout dans le climax final que l'on peut interpréter comme ce que Anthony a dit. On voit une horloge qui va dans tous les sens, qui revient en arrière, qui avance très vite, qui est pour moi... qui était pour moi une espèce de métaphore du temps qui avance, puis des choix qu'on fait qui sont discutables. J'en ai fait une lecture qui était peut-être très pessimiste. Peut-être que je suis dans le champ complètement. Et non, mon cher Anto, t'es visiblement pas dans le champ quand on connaît l'histoire derrière ce film. La théorie de l'évolution, la Deuxième Guerre mondiale, le nucléaire, les prises d'otages et même Mickey Mouse, des références, des métaphores, il y en a à la pelletée. Et le plus beau dans tout ça, c'est que vous verrez peut-être ce que moi ou les autres ne voient pas, comme Adrodem. La grosse vague du cirque était une métaphore pour dire que c'était comme une pandémie mondiale. Puis tout le monde devenait malade. Puis la sœur, tout ce qu'elle voulait, c'est essayer de trouver un médicament pour soigner, genre, ceux qui avaient été touchés par la vague, donc la maladie. Dont le raisonnement n'est pas si insensé quand on prend en considération le nombre de suicidés dans le monde à chaque année. Mais avec des chiffres comme ça, on n'est pas loin d'une pandémie, en fait. Et ça, c'est sans parler des références de Catsup dans Catsup, qui nous révèlent en fait très probablement que toute cette épopée est dans l'imagination de Nyata. Comme par exemple, la fameuse baleine que l'on peut voir au cirque, dans les vagues, ainsi que dans la toilette à la fin. Les oiseaux aux grandes pattes que l'on peut voir en premier sur une affiche dans la maison des chatons, et par la suite à la fin de leur périple dans le désert. La figure de l'éléphant est présente au cirque version dorée, dans le désert version H2O, et à la fin sur une affiche collée sur un mur. L'énorme oiseau aux nuages que l'on peut voir au début sur le livre de Nyako, puis dans le cirque, et enfin sur un tableau dans la maison de l'homme cyborg. Et ça, c'est sans parler de la fameuse fleur que l'on peut voir 2 fois au début de l'histoire. Bref, Catsup est sans contredit une œuvre onérique qui vous plonge totalement dans son univers, qui est ni plus ni moins qu'une quête imaginaire d'un enfant parti sauver sa sœur de son sort tragique.
C'est un film dont la ligne créatrice et le fil rouge peut faire penser au Labyrinthe de Pan, à Alice au Pays des Merveilles, à The Wall de Pink Floyd. Par moments, là, j'avais l'impression d'écouter le film The Wall de Pink Floyd. Où la quête du personnage principal se finit dans un retour à la réalité brusque et significatif pour le héros. Ayant toujours l'idée et l'espoir de sauver une âme perdue, un humain face au vide, sauver ce qui reste d'un monde, sauver la vie d'un être cher, sauver le destin d'un être aimé, malgré toute l'impuissance du monde pesant sur ses épaules. Alors, est-ce que nos invités vont être portés à le revisionner? Bref, je vais le réécouter, puis je vais essayer de trouver les sens cachés. En tout cas, je pourrais dire que j'ai vu ça. Hein? Est-ce que j'ai passé un bon moment? C'est encore drôle. Je suis content de l'avoir fait. Je pense pas réécouter ça. Je pense pas écouter beaucoup d'animes après Katsup, mais certainement qu'il y a des titres là, qui semblent être des références que je vais aller écouter. Je pense que c'est le genre de choses qu'on écoute une deuxième, troisième fois pour bien comprendre. Les 10 dernières minutes, j'en aurais voulu peut-être plus finalement. On dirait qu'on s'attache à ces petits chats-là, puis on en voudrait plus. Tu me fais écouter des bizarres d'affaires, toi. Mais ouais, on dirait, Chris, c'est l'histoire du COVID en version métaphorique. Et je sais pas trop quoi dire pour vous convaincre de vivre au moins ne serait-ce qu'une fois cette expérience cinématographique. Ne serait-ce que ce court-métrage ne laisse personne indifférent. Personne, personne, personne. Et c'est exactement ce que veut l'art cinématographique. Voilà, chers membres de la communauté du salon, c'est bel et bien ici que s'achève cette magnifique épopée rocambolesque et un peu étrange qu'était l'analyse de l'animé Katsup. Et j'espère royalement que vous avez apprécié cette vidéo, et si tel est le cas, eh bien vous pouvez l'indiquer, oui, grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne tout en clochetant votre geste, et vous pouvez venir nous rejoindre sur Facebook ou bien sur Instagram. On essaie de garder le tout bien vivant. Ouais. Et attention, grosse nouvelle, ok oui, nous avons décidé de nous ouvrir un Utip et un Patreon, dont les contenus exclusifs sont les mêmes. Et pourquoi les deux? Eh bien parce que près de 50% de la communauté du salon nous provient de la France. Et oui, donc là-bas, Utip est beaucoup plus populaire que Patreon. Donc ça évite les gens de s'ouvrir double compte. Voilà. Et je tiens évidemment à remercier tous les invités présents sur cet épisode. J'ai nommé Monsieur Danny d'un grain de folie, Demoiselle Charlène G, Sieur Murmy, le grand chef des petits chefs Pat le corsaire Adrodem, la splendide Val Lévesque et Sieur Master Anthony des films dans le cabanon. Merci encore à tous d'avoir participé à cette émission et je tiens aussi à remercier M. Philippe Desjardins qui a su me prêter sa voix avec grande gentillesse et grande générosité. Merci. Ça me fait plaisir, Francis. Bon projet. Sur ce, membre de la communauté du salon ainsi que chers amis cinéphiles, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous êtes toujours les bienvenus dans mon salon. Et ayant étant et à Atagaya City. Atogaya City. Et c'est tabarnak.